Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau meet-up sur NextGen Data Center. Donc ce soir, nous allons discuter de Windows Admin Center pour rendre l'infrastructure hybride. Au niveau de l'agenda, donc Romain et moi-même allons nous présenter. On va exprimer ce qu'est le Windows Admin Center, ou plus communément appelé WAC. On va voir la partie hybride, les différentes intégrations, et enfin, Romain nous a préparé une splendide démo pour conclure tout ça. Donc, qui sommes-nous? Romain, je te laisse te présenter. Oui, donc moi Romain CA, je travaille chez SCC, je suis avant-vente sur les solutions infrastructure. Je suis aussi MVP Cloud et Data Center Management. Je ne suis plus VMware vExpert parce que je suis trop feignant pour continuer à publier des articles. Donc j'ai perdu ce titre, il faut que je l'enlève. Et vous pouvez me suivre donc sur Twitter via l'alias que j'ai indiqué ou sur mon blog sur www.tech-coffee.net. Donc, vous l'avez compris, Romain est plutôt on-prem data center. Et donc, moi, Florent Pointer. Donc, maintenant, je suis MVP Azure depuis le mois de juillet. J'étais avant dans la même catégorie que Romain. Mais voilà, j'ai suivi la tendance actuelle. Vous avez mon Twitter, donc Florent_app, mon blog. Et donc, mes skills, moi, vous l'avez compris, c'est la tête dans les nuages. Et donc, Romain plus moi, ben, c'est égal de l'hybride, quoi. Donc, commençons avec les super slides de Romain avec des super animations. Le Alors Windows Admin Center. c'est pas les miens, hein, c'est ceux de Microsoft que j'ai copiés honteusement. Voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui on va parler de Windows Admin Center? Comme vous le savez, le concept de Next Gen Data Center, c'est tous les produits, on va dire, hybrides, que ce soit de l'Amazon, du Google Cloud, du Azure, mais aussi du on-prem avec du VMware, de l'Hyper-V, etc. Windows Admin Center, donc c'est hybride. Vous allez pouvoir utiliser ça, que vous soyez une petite société, ou une grosse société, et de façon gratuite. Il faut savoir que cette interface est gratuite. Et vous allez pouvoir manager vos différents environnements, qu'ils soient sur le cloud ou chez vous. Bien sûr, cloud, on parle de Azure, mais aussi vous pouvez gérer vos serveurs qui sont directement sur Amazon, si vous en avez, des Windows serveurs sur Amazon, etc. Donc tous ces outils sont intégrés ensemble. Et vous allez pouvoir intégrer, si vous avez du System Center avec, toute la partie Azure Security et la gestion des identités, et la partie AirSat. Donc on verra un peu plus loin ce qu'on est capable de faire avec le Windows Admin Center. Un slide un peu plus commercial. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec votre Windows Admin Center? Donc, comme c'est mentionné, hein, c'est moderne, c'est simple, c'est intégré. Donc, vous avez une interface web, on le verra un peu plus loin, et vous gérez vos différents environnements. Donc, vous avez au niveau des outils core tout ce que vous retrouvez dans votre serveur manager sur les Windows Server. Vous allez pouvoir gérer toute la partie hyperconvergence, mais également la sécurité, donc tout ce qui est gestion des droits, gestion des certificats, etc. Ça a été construit autour de l'hybride. Donc, on va voir qu'il y a des intégrations directes avec Azure et différents services de Azure. Et au niveau du partenaire écosystème, vous allez pouvoir développer, si vous en avez l'envie, vos propres, je ne sais pas comment on appelle ça, Romain, des plugins sur Windows Admin Center. En fait, Admin Center est construit sur un SDK qui est fourni par Microsoft qui permet de construire des extensions. Voilà, Donc le extension. SDK est fourni à des partenaires, par exemple comme Dell, comme Fujitsu, comme HP, comme d'autres, hein, des fournisseurs de software aussi. Et ils peuvent donc développer une extension qui va s'intégrer à Admin Center et qui va permettre de rajouter donc des features directement dans Admin Center. Et ça gratuitement. Merci. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir gérer donc, directement avec votre Windows Admin Center? Vous allez pouvoir gérer tous vos Windows Server depuis 2008 R2, mais également vos clusters. Donc, si vous avez des clusters qui soient hyper-convergés ou des clusters SQL, par exemple, vous allez pouvoir gérer tout ça directement depuis votre Windows Admin Center. Et comme on discutait tout à l'heure, vous avez différents outils qui sont intégrés. Toute la partie certificat, donc avant on était obligé de passer par une MMC, ajouter le snap-in, etc. Maintenant c'est directement intégré dans le Windows Admin Center et vous allez pouvoir gérer tout un tas de features que vous avez sur vos serveurs dans votre serveur manager directement dans le Windows Admin Center. Donc vous avez toute la liste ici. Il y a quelque chose aussi qui est sympa, c'est la connexion directement depuis une interface web sur le serveur en PowerShell. Donc vous n'aurez plus besoin de vous connecter sur chaque serveur ou faire des remote sessions en PowerShell sur les serveurs. Vous pouvez faire tout ça directement depuis le Windows Admin Center.
Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à 2008 R2 et jusqu'à 2012 R2. Pour que ça puisse être géré depuis Admin Center, il faudra installer le Windows Management Framework 5 sur ces serveurs-là pour pouvoir installer donc PowerShell V5 sur ces serveurs pour qu'ils puissent être administrés depuis l'Admin Center. D'accord. Et tout ça, du coup, vous avez toutes ces features et tous ces serveurs qui peuvent être gérés au lieu de passer par le serveur manager directement avec un seul outil qui est le Windows Admin Center. Donc ici, on va parler de déploiement flexible. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien installer votre Windows Admin Center sur votre poste Windows 10 et gérer vos serveurs en direct, ou directement sur le deuxième schéma sur un serveur qui sera dédié au Windows Admin Center, ou sinon sur une machine qui est déjà existante dans votre domaine, qui par exemple est une machine qui contient tous vos tools pour gérer votre infrastructure. Vous pourrez déployer également le Windows Admin Center. Ou aussi, vous pouvez déployer le Windows Admin Center en high availability sur 2 ou plusieurs serveurs. Donc le déploiement recommandé que je fais généralement chez les clients, c'est le deuxième schéma, donc sur les serveurs dédiés. Je recommande pas de l'installer sur le serveur de machine gérée, c'est pas recommandé par Microsoft d'ailleurs. Et la haute disponibilité, c'est uniquement si vous avez un plan de PRA en fait, et que vous voulez vraiment que le Admin Center soit tout le temps disponible, vous le mettez en actif dans une salle et en passif dans l'autre. Et si jamais la première salle vient à tomber, c'est l'application qui prend le relais derrière et qui redémarre l'instance Admin Center dans la deuxième salle. Alors, je vais avancer sur les petites animations. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous avez votre Windows Admin Center au milieu. Donc, c'est un web server avec une gateway. Donc, on a les chiffres. C'est une installation qui se fait assez rapidement en quelques clics, où vous pouvez mettre un certificat soit auto-signé, soit un certificat que vous avez au niveau de votre PKU ou un certificat public. Ensuite, vous vous connectez via un navigateur. Donc, on verra d'ailleurs après les navigateurs qui sont supportés. Et donc, vous vous connectez sur cette interface Windows Admin Center et à partir de là, en PowerShell ou en WMI, via WinRM, vous allez pouvoir gérer vos nœuds à partir de 2008 R2 directement via votre Windows Admin Center. Donc, c'est vous qui allez les ajouter. Il me semble, Romain, tu me corriges si je me trompe, mais que vous pouvez faire un discover au niveau de votre Active Directory pour ajouter Oui. les nœuds automatiquement. Ce qui est intéressant à noter dans ce schéma, c'est que du coup, il n'y a pas d'agent à installer sur les machines, qu'elles soient dans Azure ou on-premise. Pour gérer depuis Admin Center, il suffit juste d'avoir la bonne version de PowerShell. Évidemment d'ouvrir les flux et ça permet donc de se connecter aux machines. Donc vu qu'il n'y a pas d'agent à installer, le déploiement de cette solution est très rapide et moi je conseille toujours aux clients d'installer ça parce que c'est gratuit et c'est sympa donc à utiliser par rapport au MMC, quoi. Et c'est un gros point aussi, c'est que étant donné que c'est une interface web, ça peut être publié simplement et rapidement sur Internet, même via une connexion sécurisée. Donc vous pouvez gérer votre infrastructure depuis n'importe où dans le monde. Alors, pour accéder au Windows Admin Center, donc j'en ai discuté juste avant, donc vous avez juste 2 navigateurs pour le moment qui sont supportés par Microsoft, qui sont Microsoft Edge ou Google Chrome. Donc depuis un de ces 2 navigateurs, vous allez vous connecter à votre Windows Admin Center. Donc l'installation de Windows Admin Center, elle est supportée sur un Windows 10 ou à partir de Windows Server 2016 et plus. Et après, on a déjà vu au niveau de la gestion, c'est à partir de Windows Server 2008. Donc ici, vous avez une liste des différentes features que vous allez pouvoir utiliser directement via le Windows Admin Center. Donc vous allez pouvoir gérer votre couche d'Hyper Convergence. Vous allez également pouvoir gérer vos updates, vos machines virtuelles via vos Hyper-V. Vous allez pouvoir utiliser un nouveau service qui est Storage Migration Service, qui existe depuis Windows Server 2019, qui vous permet de migrer vos file serveurs d'un point A à un point B, etc., etc. Donc voilà, vous avez la liste qui est disponible ici. Donc au niveau des modes de distribution, donc on a plusieurs modes de distribution. Donc on a Insider, donc ça c'est vraiment ceux qui sont au plus proche de Microsoft et qui ont des nouvelles releases toutes les 2 semaines. Il me semble que toi, Romain, tu es là-dedans. Ouais, mais en fait, ils avaient annoncé ça que ce serait toutes les 2 semaines. Donc Insider, en fait, c'est la version preview que vous pouvez télécharger si vous mettez dans la liste Insider de Windows 10 par exemple. Mais généralement, ils sortent plutôt une version tous les mois que toutes les 2 semaines. Mais initialement, c'était prévu pour toutes les 2 semaines. Et c'est la version que je recommande d'installer chez les clients, la preview. Même si c'est pas les versions finales estampillées GA, vous n'allez pas casser votre infrastructure avec Admin Center et vous allez pouvoir profiter des dernières fonctionnalités directement tous les mois, quoi. Ok. Ensuite, vous avez le semi-annual channel. Donc là, là, on est sur quelque chose qui est supporté par Microsoft
au niveau entreprise, et donc tous les 6 mois, plus ou moins, vous recevez une des versions de l'Insider qui a été approuvée par tout le monde, où les derniers bugs ont été corrigés, et vous pouvez manager vos différents serveurs avec les nouvelles features qui sont intégrées au fur et à mesure. Et après, enfin, vous avez le Long Term Service Channel qui, lui, est sur des grandes, tous les 2 à 3 ans, Microsoft fournit une nouvelle version de Windows Server. Au niveau des intégrations, donc pour l'instant, quand on parle d'hybride, on peut intégrer le Windows Admin Center avec Azure Update Management, Azure Monitor, Azure Network Adapter, Azure Site Recovery, Azure Backup, Azure File Sync, et il y a une intégration avec l'Azure Active Directory pour le Windows Admin Center. Donc on va passer sur chacun de ces modules un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, au niveau hybride, voilà, vous allez pouvoir vous connecter directement via des connexions sécurisées, votre environnement Windows Admin Center, qu'il soit sur Azure ou on-prem, directement vers les services d'Azure. Alors, pour commencer, on va commencer avec l'Azure Update Management. Donc, l'Azure Update Management, c'est quoi? C'est une fonctionnalité de Azure qui vous permet d'updater plus ou moins gratuitement, hein, jusqu'à un certain nombre de serveurs. Il me semble que j'avais eu des informations de Microsoft que si vous utilisez que cette feature Azure Update Management, vous pourrez l'avoir pour 250 serveurs gratuits avec les 500 minutes gratuites de runbook que vous avez. Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez connecter votre Windows Admin Center, et du coup, avec Azure Update Management, vous allez pouvoir gérer le patching de vos serveurs qui sont on-prem, mais aussi sur Azure. Donc là, du coup, on enlève un peu toute la partie Windows Server Update Services, et on remplace ça par Azure Update Management. Alors attention quand même, je précise que l'Azure Update Management ne fonctionne uniquement pour la partie serveur et Linux. Pour Windows 10, ça ne fonctionne pas. Donc ça remplace pas complètement le WSUS si vous utilisez WSUS pour patcher Windows 10. Par contre, ça peut le remplacer pour la partie patching de serveur ou de serveur Linux. Donc ici, vous avez un aperçu de ce qui se passe sur la partie Azure, sur l'environnement de Romain. Donc on voit qu'il n'est pas tout à fait à jour, qu'il va falloir qu'il mette à jour son environnement, et on verra après, mais sur Windows, l'Azure Update Management, en fait, vous pouvez planifier des tâches de mise à jour via des groupes ou directement via des tags sur vos machines Azure, mais aussi maintenant, c'est supporté sur des groupes de machines qui sont on-prem. Au niveau Azure Site Recovery, donc pour ceux qui ne connaissent pas Azure Site Recovery, c'est quoi? C'est directement pour votre plan de PRA, pour avoir un plan de reprise d'activité sur une autre région. Donc, vous déployez vos VM dans un data center A, vous pouvez planifier de les redémarrer, d'orchestrer tout le redémarrage sur un data center B directement via Azure Site Recovery, mais ça marche également pour Azure. Vous avez vos VM qui sont en France centrale. La région France centrale vient à ne plus être disponible, vous pouvez redéployer vos VM directement vers Azure France Sud, par exemple, directement avec Azure Site Recovery. Donc ici, on voit que c'est pas l'environnement de Romain, à moins qu'il ait changé de travail et qu'il maintenant il travaille chez Microsoft. Mais du coup, voilà, vous pouvez directement planifier depuis le Windows Admin Center vos VM qui sont sur vos Hyper-V en local dans votre data center directement pour les bouger vers Azure ou sur un autre data center. Donc voilà, ici, vous avez la liste des VM. Vous sélectionnez votre VM, vous faites Protect VM, et il va s'occuper de la réplication vers la région que vous souhaitez. Donc ici, elle a été répliquée vers Azure. On voit que le statut du recovery est normal. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur le portail Azure, et à partir de là, vous allez pouvoir directement voir le statut et où va aller votre nouvelle VM. Azure Backup, c'est un outil en pass fourni par Microsoft qui vous permet de sauvegarder vos machines, qu'elles soient pareil, on-prem ou sur Azure. Vous pouvez sauvegarder vos machines, et l'intégration se fait également aussi, peut se faire directement depuis le Windows Admin Center. Donc ici, on voit qu'il y a des jobs, des recovery points, etc. Donc vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez sauvegarder, où est-ce que vous voulez le sauvegarder, sur quel recovery vault, etc. Donc ici, on a la liste de tous les recovery points. Donc on voit que tous les jours, il y a eu un backup qui a été fait avec un system state au niveau du backup.
Donc on voit également qu'il y a eu un job qui n'a pas fonctionné. Il faut savoir qu'avec Azure Backup, vous pouvez également, on voit d'ailleurs le bouton au-dessus, alerte et notification. Dès qu'il y a un job qui fail, par exemple, vous pouvez envoyer un mail directement à une équipe de support, etc. Donc là, ils ont sélectionné une VM. On clique sur Backup Now et ça va lancer le backup. La partie Azure File Sync, donc c'est quoi? Ça va être pour synchroniser vos serveurs de fichiers de on-prem vers Azure, vers un file share. Donc typiquement ici, qu'est-ce qu'on fait? On a un file share qui a été créé sur Azure en WestUS. On a sur notre HQ à Seattle différents dossiers sur notre file serveur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une réplication de depuis notre HQ directement vers le file share qui est sur Azure. Et notre branch office qui est à New York, ils n'ont pas besoin d'avoir forcément de file server on-prem. Ils vont pouvoir directement attaquer ce file share ou faire une réplication sur un file server de ce file share pour avoir une synchronisation. Et du coup, vous aurez également, on va dire, un backup sur Azure. Voilà, vous pouvez accéder directement depuis le cloud ou depuis une branch office, etc. Au niveau Azure Network Adapter, donc moi j'ai jamais joué avec. De ce que j'ai compris, en fait, c'est pour que vous créez vos réseaux sur Azure et vous pouvez utiliser ces cartes réseau sur vos serveurs qui sont on-prem. Tu me corriges, hein, Romain, si je me trompe. Si je peux compléter, c'est tout bête. Ouais. Hein. Ce qui se passe, c'est que ça crée un VPN client, client vers site. Donc en fait, quand on crée la carte réseau Azure Network Adapter, ça va pousser la configuration du VPN PPTP et ça va se connecter donc à la gateway qui est dans Azure pour se connecter sur un virtual network dans Azure. Voilà. Donc maintenant, c'est l'heure du meilleur moment, la démo. Donc Ah, y a rien Romain, qui va marcher. je vais te rendre la main. Ouais. Allez, je vais partager mon écran. Vous me dites dès que vous le voyez. Ça charge, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est l'interface de Windows Admin Center. Donc ça, c'est une version preview hein, que j'ai d'Admin Center. J'ai déjà tout un tas de serveurs qui sont connectés sur Admin Center. Donc tous ces serveurs, ce sont des serveurs on-premise, mais rien ne m'empêche, si j'ai un VPN site-to-site, de rajouter des VM qui sont dans Azure. Rien ne m'empêche aussi de déployer Admin Center directement dans Azure pour administrer des VM Azure via l'Admin Center qui serait donc hébergé dans un Azure. Donc comment vous faites pour ajouter des serveurs? Tout simplement, hein, vous faites plus add ici et vous choisissez donc le type de connexion. Donc vous voyez, vous pouvez vous Romain, il faudrait que tu connecter. zoomes un peu apparemment, s'il te plaît. Ah, je vais zoomer alors. Putain, moi Voilà. je vais devenir aveugle, c'est écrit 72. Là, c'est pas mal? Ouais, c'est bon là, merci. Ok. Donc, quand je fais ici ajouter une connexion, donc il y a différents types de connexions. Donc, je peux rajouter une connexion vers un Windows Server. Je peux aussi manager des machines Windows 10. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, on peut le faire. On peut rajouter des clusters et des clusters hyper convergés. Et ici, donc, il y a la petite option pour ajouter des VM, des Azure VM directement dans le portail. Donc, vous faites simplement add. Donc, par exemple ici. Et donc, on va vous demander de vous identifier sur le portail et de rajouter donc les VM. Si c'est des machines on-premise, vous faites pareil, add. Vous pouvez les rechercher dans l'AD si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement taper le nom du serveur. Donc, je n'ai pas de nom de serveur en tête que je pourrais rajouter. Je vais essayer un serveur que j'ai déjà ajouté. Donc, je tape le nom de mon serveur ici, et donc il va demander de m'authentifier sur ce serveur-là pour le rajouter. Bon, sauf que ça va planter parce qu'il est déjà dans la liste. Voilà. Donc ça permet de rajouter des connexions. À côté de ça, vous pouvez paramétrer Admin Center ici, notamment pour le connecter donc à Azure. Donc moi, je suis déjà connecté, Admin Center est déjà ajouté dans un Azure AD, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il est enregistré. Si c'est pas le cas, ici, il vous propose d'enregistrer dans Azure votre Admin Center et vous avez une petite marche à suivre, qui n'a rien de compliqué hein, pour rajouter l'application dans l'Azure AD. Une fois que ça c'est fait, ici, vous pouvez modifier la gestion des comptes et vous authentifier avec des comptes Azure. Donc là, notamment, je suis authentifié avec mon compte perso parce que j'en ai besoin pour m'authentifier sur les services Azure qu'on va rajouter ultérieurement.
Donc, vous pouvez vous identifier avec des comptes Azure, et si vous mettez les bonnes permissions entre Azure AD et votre Azure On-Premise, vous pouvez vous connecter uniquement avec votre compte Azure pour gérer à la fois les serveurs et à la fois Admin Center. Tout à l'heure, on a parlé des extensions. Donc, vous pouvez avoir une vue sur les extensions ici. Donc, il y en a tout un paquet qui sont déjà installés, hein. Donc, vous voyez, toutes les fonctionnalités sont basées sur des extensions. Par exemple, Azure FileSync, on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre de Azure? On a que ça, je crois, qui est en extension. Mais toutes les autres fonctionnalités on-premise sont des extensions. Donc, par exemple, j'ai installé l'extension pour gérer l'AD, pour gérer le DNS, pour gérer le DHCP. Et si vous souhaitez voir s'il y a d'autres extensions disponibles, vous pouvez aller ici. Donc, il y a un flux RSS en fait qui est alimenté par Microsoft et qui publie donc les différentes extensions disponibles. Donc par exemple, vous avez des extensions pour des serveurs Fujitsu, pour la partie Dell, enfin pour le Lenovo. Donc il y a plein de monde qui a créé des extensions qui s'intègrent directement donc dans Admin Center. Il y a même des personnes non entreprises, hein, vraiment des MVP qui ont développé une extension, par exemple ici, pour gérer des mini clusters S2D. Donc vous cliquez là par exemple et vous faites installer et ça installera donc l'extension d'Admin Center. Donc maintenant, pour la partie hybride, comment ça se passe? Donc vous allez sur un serveur que vous voulez backuper, vous voulez faire un PA, ce que vous voulez en mode hybride avec Azure. Donc Romain, vous deux connaissez. petites secondes. J'ai Oui. une question pour toi. Est-ce qu'on doit mettre des rôles airbag dans Windows Admin Center ou tout vient avec les droits des comptes Azure AD? Alors, la gestion des droits sur les serveurs se fait avec les droits qui sont associés dans le serveur, dans les comptes locaux et dans les groupes locaux. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, admin du serveur 2 et vous êtes utilisateur du serveur 1, vous pourrez ajouter les deux. Par contre, vous ne pourrez pas administrer le serveur 1 parce que vous n'avez pas les autorisations dans les groupes locaux et dans les comptes locaux du serveur. Donc, c'est vraiment géré au niveau de l'AD, au niveau de l'AD. Je ne sais pas si Merci. ça répond à la question. Alors, je vais me connecter à mon serveur. Donc ici, en fait, je suis authentifié avec deux comptes, hein. Parce que, enfin, moi, je suis pas très bon en Azure, etc. Je sais me servir d'Azure pour la partie VM, réseau, tout ça, et les services hybrides d'infrastructure. Mais tout ce qui est sécurité, Azure AD, etc. Je suis un peu mauvais là-dedans. Donc j'ai pas mis d'Azure AD Connect et tout ça entre mon infra et Azure. Donc c'est pour ça que je suis connecté avec deux comptes. J'ai mon compte Active Directory local et j'ai mon compte Azure AD qui me permet de me connecter directement à Azure. Par contre, si vous avez fait de l'Azure AD Connect, etc., et que vous avez tout mis propre, vous pouvez, à partir d'un seul compte, tout gérer. Donc, comment ça se passe au niveau des services hybrides? Ici, vous avez un petit menu qui s'appelle Azure Hybrid Services. Et quand on clique dessus, vous allez avoir des belles publicités pour vous dire que les services hybrides Azure, c'est génial et qu'il faut utiliser et qu'il faut acheter. Donc ici sur cette machine-là, j'ai déjà deux services qui sont configurés. Si vous avez pas de service hybride configuré, vous aurez juste ce bouton-là disponible, Discover Azure Services, et donc vous avez accès aux différents services ici pour pouvoir les configurer. J'ai désactivé la vidéo, mais il me semble que normalement par défaut dans Admin Center, vous avez des petites vidéos qui sont disponibles pour chacun des services et qui vous expliquent à quoi servent ces différents services. Donc par exemple, on va commencer par quoi? Par exemple, on va commencer par Azure Backup. Donc comment ça se passe? Je clique sur Setup ici. Et donc il va me proposer donc de configurer donc Azure Backup. Donc ici normalement voilà, c'est ici il y a une petite vidéo il me semble pour expliquer à quoi sert Azure Backup. Et ici vous avez un petit menu qui vous explique combien vous allez devoir dépenser pour backuper votre machine. Donc ça vous donne une petite estimation il me semble. Donc je clique sur Setup Azure Backup. Donc là, il se connecte au service et il me dit tout ce que je dois faire pour configurer, donc pour déployer le service Azure Backup dans mon portail Azure. Donc étape numéro 1, me connecter au portail Azure, c'est fait. Étape numéro 2, configurer un Vault Azure Backup. Donc ça, j'en ai déjà un. Ou si je veux, je peux en créer un nouveau. Donc il va l'appeler WAC Vault 1. Donc depuis ce portail, il va automatiser le déploiement des différents services nécessaires pour l'hybridation. Donc soit je peux utiliser la Vault que j'ai déjà, soit je peux en créer une nouvelle. Donc je vais essayer d'en créer une nouvelle, on va voir ce qui se passe. Et il va créer donc un nouveau resource group qui va s'appeler WAC Resource Group ici par exemple.
Et on va choisir un autre emplacement un peu plus proche, par exemple West Europe. France centrale pour toi plutôt, non? Ouais, mais je sais pas si tous les services fonctionnent en France, donc je suis encore Ouais, habitué à utiliser ouais, mes Azure services. Backup, normalement, ouais, y a pas de souci. Ouais. Donc, putain, j'aurais dû mettre en anglais, parce que c'est Ouais, en français. l'Europe Ouais. occidentale. Ouais, West Europe, quoi. Ensuite, il me demande qu'est-ce que je veux sauvegarder. Donc, je peux choisir de sauvegarder juste le system state, ça n'a pas trop d'intérêt. Généralement, on va sauvegarder aussi le lecteur C et mon annuaire est sur le D, donc je vais tout backuper. Et il me dit que ça va, je vais transférer 32 gigas de données pour le backup. Après, j'ai tout le scheduling pour choisir comment je vais retenir mes points de rétention en fait pour le backup. Donc, par exemple, je peux faire des journalières qui vont être conservées 30 jours. Et pareil pour le system state, je peux choisir différemment, mais je vais faire une journalière conservée 30 jours. Ensuite, il me demande une clé de chiffrement pour le backup, parce que quand les backups ils partent du on-premise et qu'ils arrivent dans Azure, ils sont chiffrés, ils sont pas en clair. Donc là, il me demande de spécifier une clé de 16 caractères minimum. Donc je vais mettre 2 fois NextGen Data Center, par exemple. Je sais pas si ça a marché, parce que c'est pas bien compliqué comme mot de passe. Ah, la faute au milieu. Voilà, bon, il dit le wizard vous informe qu'il faut bien sauvegarder la clé parce que si un jour vous devez récupérer vos informations et que vous avez perdu la clé, vous avez tout perdu en fait. Donc, faut bien stocker cette clé dans un KeePass ou enfin, dans un coffre-fort à mot de passe. Donc là, vous faites apply et donc il va me créer tous les services dans Azure pour faire le backup. Donc si je vais dans mon portail Azure, donc je vais zoomer un peu parce que sinon, ce sera pas assez gros. Si je vais regarder mes ressources groupes, je fais un refresh, normalement, je devrais avoir un nouveau ressource group qui s'appelle WAC Ressources. Voilà, ici. Et dedans, il est en train de m'enregistrer donc un Recovery Service Vault qui contient donc le service de backup. Donc tout seul comme un grand, il me déploie tous les services. J'ai une question, Romain. Oui. Est-ce que le KeePass est au même endroit que le Windows Admin Center? J'ai pas bien compris la question. Alors Akipass, c'est une application Ah ouais. pour stocker vos mots de passe. Donc Vous pouvez le mettre dans un Key Vault, un Azure Key Vault également aussi, hein. voilà. Donc c'est une application qui vous permet de stocker de manière chiffrée vos mots de passe. Et après, vous le récupérez via une application qui passe, par exemple, pour récupérer vos mots de passe. Donc généralement, on met la base de données qui passe sur un partage, comme ça plusieurs personnes, normalement l'IT, peut se connecter sur le KeePass et récupérer les mots de passe de l'IT via un mot de passe assez compliqué ou via des certificats. Mais c'est une application en fait à part KeePass. Donc une fois qu'il a déployé le service Azure Backup, il est en train de déployer l'agent dans la VM directement pour qu'elle puisse communiquer avec le service qu'on vient de déployer et ça va communiquer donc un HTTPS. Donc il faut bien ouvrir les flux nécessaires évidemment pour les communications. Donc, si je rentre dans mon recovery service, on a donc deux services, le site recovery dont on a parlé tout à l'heure pour faire le PRA, et on a le service de backup. Donc, pour le moment, il n'y a rien dedans, mais on va voir au fur et à mesure qu'on va avoir des sauvegardes qui vont être faites parce qu'on a configuré la sauvegarde via l'admin center. Donc ça c'est sympa parce que ça vous évite de créer le ressource group à la main, de créer le recovery vault, d'installer l'agent. Vraiment en 3 clics, ça vous installe tout le nécessaire pour profiter donc d'Azure Backup. Ouais, ce petit truc peut-être qu'on peut reprocher, c'est qu'on peut pas mettre les noms qu'on veut, quoi. Donc ceux qui ont des naming conventions, etc., à utiliser en entreprise, Et vaut il mieux faut qu'ils le qu'il prédéploient avant, quoi. voilà, c'est ça. Donc du coup, on a une backup policy qui a dû être créée. Donc c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Non. C'était une nouvelle que tu avais fait? En fait, j'ai créé, tu sais, une policy directement depuis ici. Ouais. Et donc normalement, il doit créer une nouvelle policy qui correspond quoi. Tu sais, c'est quand j'ai configuré le system state et le backup journalier retenu pendant 30 jours. Ça, c'est une policy. Ouais. Bah, sinon, passe à la suite et puis on reviendra dessus Ouais, après, hein. ouais, ouais. Là, Bon, voilà, il est en après, train de tu vas me dire, on configurer en est à la moitié, hein. Il nous reste il est en 30 train minutes. On a le temps. Exactement. Non, mais je vais passer à autre chose tant que ça fait ça. Mais c'est juste que j'ai pas envie de perdre cet écran parce que je sais pas ce qui se passe si je quitte l'écran qui est ici. Je suis parti où là? Au mauvais endroit. Ouais, c'était bon, je pense, parce qu'il y avait ton Azure Backup Agent qui était.
fichier. Ouais. Voilà. Bah là, il est arrivé. Donc voilà, VM ADS01 qui est protégé. Bon, pour le moment, le backup n'a pas commencé. Je pense parce que l'agent n'est pas encore initialisé. Mais on peut voir ici que donc le backup va fonctionner sur le serveur. Donc là, il est en train de configurer pareil. Donc au début, il a configuré la policy pour le system state, et là, il est en train de configurer la policy pour les disques que j'ai backupés. Et donc on voit que l'interface est en train de changer et que je vais avoir les petits camemberts et tout ça pour les backups. Donc je peux lancer un backup immédiatement depuis ici si je le souhaite. Donc par exemple, je vais cliquer sur Backup Now. Donc on va faire le system state pour que ça consomme moins. Je fais backup. Et donc là, il y a un job de backup qui est parti, qui va sauvegarder donc le system state de la VM. Donc là, on a un in progress qui va passer à 1 normalement. Et une fois que ce sera terminé, j'aurai un recovery point pour le system state. Donc ensuite, une fois que le backup est en route et une fois que vous avez vos recovery points, donc vos points pour restaurer vos fichiers, vos données, vos system state, vous aurez accès donc à tous les recovery points directement depuis ici, et vous pourrez choisir un recovery point et faire recover data pour restaurer la donnée depuis ce recovery point. Et donc là, on voit dans les jobs qu'il y a un job de backup qui est parti. Il est en train de faire les checks pour vérifier que si tout est correct. Et donc là, je vais backuper donc mon system state directement dans Azure. Donc je ne sais pas s'il y a l'information qui est remontée. Voilà, déjà on a des 3 items qui vont arriver. Si je clique dessus, je sais jamais où on le voit ce truc-là. Non, faut que tu vas un cran avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, et là tu vas dans. Non, c'est remonte, c'est backup items. Vas-y, monte. Ouais, là. Voilà. Donc j'ai les backups qui sont en train d'arriver. Donc évidemment le last backup n'est pas renseigné parce que j'ai pas encore transféré 32 Go pour backuper ma VM. Mais en tout cas le backup va arriver. Et donc vous avez vu que je peux gérer donc la partie backup directement depuis Admin Center. Voilà, in progress en cours. T'as pas une ligne 1 gigabit en direct chez toi? Ah j'ai 200 mégas en upload. Ça va y aller là. Il n'y a pas de questions sur cette partie Azure Backup, c'est clair? Je vais voir si y a des petites questions. J'ai regardé, non, il n'y a rien pour l'instant. Ok. Donc on va passer à un service suivant. Bon, je vais changer de serveur, je vais pas martyriser toujours le même. Je vais passer sur mon RDS par exemple où il y a des fichiers. Et donc j'ai toujours ce petit menu qui apparaît là, Azure Hybrid Service. Et donc si je souhaite rajouter un service d'hybridation, je vais toujours au même endroit, hein, ici, hein, Azure Hybrid Service. Et j'aurai toujours mon bouton pour ajouter les services que je souhaite. Tiens, celui-là par exemple, il y a l'Azure Update Management. Donc Azure Update Management est un petit peu pauvre dans Admin Center parce que pour moi, il indique juste que le serveur est managé par Azure Update Management. Donc évidemment, il permet de provisionner les services nécessaires pour Azure Update Management. Mais après, tout ce que je peux faire, c'est de gérer les mises à jour depuis Azure Update Management. D'ailleurs, ici, il me propose pour Azure Update Management d'aller dans Windows Update. Donc on va y aller par exemple. Et vous allez voir, il va me dire c'est bon, les mises à jour sont gérées depuis Azure Update Management, va dans Azure. Voilà. Donc c'est pas très pratique, ça sert à rien même, je dirais. Mais en tout cas, le service est renseigné dedans. Donc comment ça marche la gestion des mises à jour avec Azure Update Management? Donc je clique ici et il va me rediriger donc vers mon service Azure Update Management. Donc Azure Update Management, c'est on va dire une feature d'un compte d'automation, donc d'Azure Automation. Donc ici, si je regarde, je suis dans un compte Azure Automation et j'ai une petite ligne Update Management qui apparaît ici et qui me permet donc de gérer les mises à jour de mes serveurs. Donc par exemple, on peut voir que tous mes serveurs sont à jour, excepté BCK01 qui est mon serveur de backup. Donc comment ça se passe? Donc j'ai créé comment dire en français, des plannings de mise à jour, donc qui peut être one shot. Voilà, merci, des tâches planifiées de mise à jour, qui sont soit pour du one shot, soit pour des tâches récurrentes. Donc si je vais voir dans Deployment Schedules ici,
D'ailleurs, on peut voir que mes mises à jour sont toujours en erreur ici. J'ai des mises à jour en one shot, donc qui sont marquées en récurrence en one time. Et j'ai des mises à jour qui sont journalières ici, en daily, qui vont scruter régulièrement si mon serveur est à jour et pousser un job pour faire la mise à jour. En fait, comment ça se passe? C'est qu'il y a donc c'est Azure Automation qui balance un ordre au service Windows Update qui est sur les serveurs et qui va lui dire bah voilà, maintenant il faut mettre à jour le serveur avec telle mise à jour. Donc en gros, il y a un agent installé dans la machine, donc que ce soit un Linux ou un Windows, et ce service donc va dialoguer avec Azure Update Management, et donc c'est ce service-là qui va ordonner au service Windows Update de se mettre à jour, enfin de mettre à jour le serveur. Donc, si je crée un nouveau planning de mise à jour ici, donc je clique là, et il va me proposer de mettre à jour soit Windows, soit du Linux. Mais dans un seul planning, dans une seule tâche planifiée, je ne peux pas mettre à jour à la fois Windows et à la fois Linux. Donc ici, je vais choisir Windows par exemple. Donc, je donne un nom à cette tâche, donc NextGen Data Center par exemple. Je choisis qu'est-ce que je veux mettre à jour. Donc, je peux créer des groupes si je le souhaite pour des machines Azure. J'ai pas de machine Azure, j'ai des machines on-premise. Donc, je choisis non Azure. J'ai pas créé de groupe hein, parce qu'il faut faire une règle en fait dans Log Analytics, et vu que je suis pas bon là-dedans, j'en ai pas fait. Et je fais le bon vieux admin système et je sélectionne les machines une à une directement depuis ici. Donc je clique sur machine. Alors attends, comment j'ai fait la dernière fois? Voilà, c'est ça. Donc elles apparaissent ici. Je sélectionne mes mises à jour, mes machines, pardon. Donc je fais celle-ci. Tac, 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 tac. Et donc en bas, il me dit bah voilà, les machines qui sont sélectionnées pour les mises à jour, ce sont celles-ci. Donc Florent pourra plus en parler pour créer des groupes sur la partie log analytique. Donc on peut créer des requêtes pour remonter directement les machines on-premise dans un groupe. Et après, on sélectionne le groupe directement dans le planning ici, et ça évite de faire cette sélection manuelle. Parce qu'on imagine bien, si on a 200 machines, on va pas se taper à sélectionner les machines une à une pour faire les mises à jour. Mais bon, pour cet exemple, je vais faire comme ça. Ensuite, vous sélectionnez donc les types de mises à jour que vous souhaitez appliquer. Donc, par exemple, je sais pas moi, juste les mises à jour de sécurité, ben, vous cochez cette case. Sachant qu'aujourd'hui, je trouve que ça n'a plus beaucoup de sens parce que les mises à jour, ce sont des cumulative updates et que toutes les mises à jour sont dans un seul pack. Donc, aujourd'hui, avec Windows Server 2012 R2, 2016 et 2019, je vais plutôt choisir Select All et ça va appliquer comme ça le cumulative update directement. Ensuite, je peux choisir d'exclure des mises à jour si je le souhaite. Pas oublier de valider ici. Donc je peux choisir d'exclure des mises à jour. Donc si vous avez un numéro de KB que vous voulez exclure ou inclure, vous pouvez spécifier ici. Ensuite, je planifie les mises à jour. Donc je peux choisir donc la récurrence en one shot ou en récursif. En récurrent, pardon. Donc, si vous souhaitez faire ce planning pour une seule fois, vous choisissez quand est-ce que vous souhaitez faire la mise à jour, sachant que obligatoirement, il doit y avoir un delta de 10 minutes entre le moment où vous créez la règle et le moment où vous souhaitez démarrer la règle. Donc ça, c'est à cause d'Azure Automation. Donc, par exemple, vous pouvez très bien choisir, voilà, je fais la mise à jour demain matin à minuit. Évidemment, il faut choisir la bonne time zone, hein, parce que l'heure de démarrage va s'appuyer sur le time zone que vous avez sélectionné. Et vous faites OK. Si vous souhaitez faire un mode récurrent, donc vous choisissez, si vous souhaitez que la récurrence expire, donc quand elle expire, et vous souhaitez vous spécifiez comment fonctionne la récurrence, donc par jour, par heure, par semaine ou par mois. Donc là, vous faites OK. Je fais OK, on s'en fout de toute façon. Vous pouvez intégrer des scripts qui vont tourner avant la mise à jour et après la mise à jour, notamment pour, par exemple, si vous avez des vieilles applications qui sont pas en mode service, genre, je pense à des trucs Oracle par exemple, qui font redémarrer les services manuellement, vous pouvez faire un script en post-update pour redémarrer les services automatiquement. Et enfin, vous choisissez la fenêtre de maintenance, donc 120 minutes par exemple. Et comment vous gérez le redémarrage? Donc, est-ce que vous forcez le redémarrage? Est-ce que vous redémarrez uniquement s'il y en a besoin? Enfin voilà, comme d'habitude, quoi. Et vous pouvez également, via cette partie-là, redémarrer vos serveurs, même sans installer de mise à jour avec la dernière option. Donc, si jamais vous avez un reboot à faire, par exemple, je sais qu'il y a des problèmes, s'il y a des problèmes de cache et tout ça avec 2IS, vous pouvez planifier la nuit, par exemple, des reboots de serveurs directement depuis Azure Update Management sans installer d'update.
Donc vous faites OK, vous faites create, et donc ça crée la règle, et cette règle elle va se retrouver directement directement ici. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même vous avez un état du parc global, ça vous indique les serveurs qui sont à jour, les serveurs qui sont pas à jour. Ce que je reproche juste au service, c'est toujours une faiblesse pour moi d'Azure Automation, c'est que j'ai pas un bouton par exemple ici pour corriger immédiatement le serveur pour qu'il se mette à jour. Je suis obligé de passer par une planification de mise à jour pour mettre à jour un serveur. Donc moi ce que j'aimerais bien qu'il apparaisse, c'est un bouton ici qui permet donc de mettre à jour immédiatement le serveur, par exemple VM BCK 01. Sauf que Azure Automation, on est obligé de planifier des tâches parce que c'est un orchestrateur, et donc du coup il y a toujours ce décalage de 10 minutes. Donc j'espère dans une prochaine mise à jour il y aura des options comme ça, et ça rendra encore l'outil un peu plus puissant. C'est bon pour la partie Azure Update Management? Ça vous paraît clair? Ok, bon, je passe à la suite. Alors, retour dans les services hybrides. Donc, je refais Discover Azure Service. Donc ici, j'en ai d'autres qui sont apparus, c'est marrant ça. Donc, on a fait le backup. Je suis désolé, on ne pourra pas faire Azure Site Recovery parce que mes Hyper-V ils sont en vrac et j'ai pas pris le temps de les restaurer, donc je pourrais pas montrer le PRA. En revanche, je vais vous montrer la partie Azure Network Adapter. Donc, par exemple, pour connecter donc ma VM VMRDS 01 dans un réseau virtuel dans Azure. Donc, pareil, je clique sur Setup ici. Et donc, il va me demander plusieurs choses. Donc, déjà, dans quel abonnement Azure je vais me connecter. Donc, par exemple, celui-ci. Je choisis un emplacement géographique. Donc, si je me trompe pas, je me suis mis en West Europe. Alors, quand même, pour qu'on recommence depuis le début, j'ai déployé plusieurs choses dans Azure pour ça. Donc, si je vais dans un ressource group, j'ai un ressource group YAS, me semble-t-il. Et dans ce ressource group YAS, j'ai un virtual network. Je pourrais cliquer sur Virtual Network d'ailleurs ici directement, qui s'appelle YAS VNet, donc qui est bien dans West Europe. Et dans ce YAS VNet, j'ai plusieurs subnets. Donc un subnet LAN, un subnet DMZ, un subnet pour la gateway, et un subnet pour une feature qui est en preview qui s'appelle Azure Bastion et qui permet de se connecter au VM directement depuis le portail Azure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ma VM RDS directement dans LAN ici. Donc comment ça se passe? Je choisis donc mon VNet ici, YAS VNet. Et il va me demander dans quel VNet je veux m'intégrer. Pourquoi il s'est mis là? Oui, ça c'est bon. C'est la gateway. Il me propose, donc il me demande, forcément il faut une gateway pour me connecter, parce qu'il va ouvrir un VPN point to site. Donc il faut une gateway disponible dans Azure pour recevoir la connexion VPN. Donc il me dit dans quel subnet je vais intégrer la gateway. Donc ici je vais l'intégrer dans mon subnet de gateway. Il me propose un SKU donc c'est un type de boîtier en gros hein, de VPN qui a des fonctionnalités spécifiques pour chacun des SKU. Donc par exemple en basique on a le droit à un certain nombre de connexions, à un certain débit. Par contre dès qu'on monte à un boîtier supérieur, on a des performances supérieures et des fonctionnalités supérieures. Donc là il me dit qu'en basique, ok, il me disait qu'en basique ici je ne pouvais pas je ne pouvais pas utiliser cette fonctionnalité. Donc je suis obligé de passer un VPN supérieur. Voilà. C'est aussi pour des problèmes de SLA, hein. Le basique, il n'y a pas de SLA au niveau Microsoft. Allez, il y a pas. Voilà, donc, alors qu'à partir du VPN Gateway 1, on passe sur de la prod et là, il y a du SLA. Donc, à mon avis, c'est aussi pour ça, hein. Ok. Ensuite, il me propose où est-ce que je vais placer donc l'adresse IP du client, donc en 10.201.0/24, ce qui correspond à LAN. Si je le mets dans DMZ, je mets 202. Hein. Et donc ensuite, bon, j'ai des histoires de certificats. Et là, pour l'exemple, je vais utiliser des certificats auto-signés. Donc là, je fais create. Et donc là, il est en train d'envoyer la requête. Et évidemment, pour l'effet démo, je vais avoir une erreur. Parce que je pense savoir pourquoi.
Alors oui, pour répondre à la question, est-ce que le VPN Gateway doit rester online tout le temps après? Oui. En fait, sur les VPN Gateway, il n'y a rien pour arrêter la VPN Gateway. Donc une fois qu'elle est déployée, elle est continue et on paye H24, 7 jours sur 7. Si on ne veut plus payer et qu'on ne veut plus utiliser le service, il faut supprimer la VPN Gateway. Donc là, en fait, il râle parce que j'ai déjà une gateway qui est déployée. Elle est où? Elle est juste en Ça, c'est dessous. la. Descends un petit ça- peu. ISVNet Gateway, tu vois. Ah merde, c'est pas ça. Je vais faire Descends un delete petit peu. ici. Bon, attends, je supprime ça. Je vais la supprimer, la gateway. Ça, c'est la connexion à la Gateway, elle est juste en dessous. Ouais. Je peux pas Encore un supprimer peu. la. Tant qu'il y a la connexion, je peux pas supprimer la gateway. C'est pour ça que j'ai enlevé. Donc en fait, je peux pas déployer deux gateways. C'est ça la limitation. C'est pour ça qu'il a râlé. Il faut que je supprime Sur le même d'abord. VNet. Hein. C'est ça. Allez. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres paramètres gênants dedans. Là, je pense que je peux la faire sauter. Donc là, il va supprimer les gateways. Donc ça va recréer une nouvelle depuis l'admin center. Et ça va me créer donc le point to site VPN. Donc en fait, c'est tout bête. Hein. C'est juste un VPN qui est créé. Donc j'ai un nom commercial Azure Network Adapter, mais c'est juste un VPN point to site. Quoi. Bon, je vais passer sur autre chose en attendant, parce que ça va prendre un peu de temps, je pense, à se supprimer. Donc ensuite, en termes de service, on a quoi? Donc on a celui-là, on a Azure Monitor aussi qui permet donc de monitorer vos machines, enfin vos machines Azure ou vos machines on-premise directement depuis un service en SaaS Microsoft. Donc vous créez des règles, par exemple, je sais pas, j'avais créé une règle qui permettait de détecter si la mémoire disponible était inférieure à 30%, et si la mémoire est inférieure à 30%, la mémoire disponible, ça envoyait un mail ou un SMS à quelqu'un. Donc vous pouvez le configurer directement depuis ici aussi, donc vous faites Setup. Et donc ici, une demande donc, de me connecter au portail Azure, ce que je vais faire. Et ensuite, je clique toujours pareil sur Setup. Et donc, il me propose, donc j'avais déployé des services avant hein, pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai déployé en gros dans mon ressource group, j'ai déployé ce qu'on appelle un service Log Analytics ici, Log Analytics Workspace. Donc, ça vous crée un service en mode SaaS qui va permettre donc de remonter différentes informations dans ce service. Donc, les informations que ça peut être des event logs, l'état des mises à jour, l'état de votre Active Directory. Et donc, en gros, vous allez avoir une espèce de base de données qui contient toutes ces informations. Et après, autour, vous allez avoir tout un tas de services qui permet donc d'aller rechercher ces informations, de les consolider et de vous ressortir une information pertinente. Donc, par exemple, une information pertinente, c'est l'état de la mémoire disponible qui est inférieur à 30%. Derrière ce service log analytique, il y a un service il y a ça fonctionne avec des requêtes. Donc, si je clique ici, vous pouvez construire des requêtes pour récupérer donc les informations que vous souhaitez. Donc, les logs ils remontent ici. Donc, si vous voulez avoir des informations jolies, en gros, vous avez un dashboard. Le dashboard, il est où? Il est là. Donc, vous allez avoir des camemberts et tout ça qui vont vous afficher des informations qui va vous indiquer l'état de votre parc. Donc, l'état des mises à jour, par exemple, l'état des changements, l'état des services. Enfin, tout un tas de choses. Hein. Je peux encore rajouter pas mal de services ici dans ce log analytique. Et donc, toutes ces informations sont récupérées dans une base de données, donc de log analytique, qui sont récupérées, donc les informations qui sont récupérées sur les différentes machines, que ce soit Azure, Linux ou des machines on-premise. Donc, pour Azure Monitor, on va s'appuyer sur ce service qui va récupérer des informations. Et c'est pour ça que dans Admin Center, il me demande quel est mon workspace log analytique. Donc, je l'ai appelé Serum IT Log Analytic, et là. Et donc, je spécifie ce service-là. Et lui, il va me configurer Log Analytic pour pouvoir monitorer cette machine depuis Azure Monitor. Alors attention, hein, comme il y avait marqué en bas, pour Log Analytics, il faut déployer par contre ici un agent sur les serveurs qui doivent être monitorés. Hein. Alors, tant que ça déploie ça, je vais vous montrer comment ça se passe en fait pour le déploiement. Euh,
pour créer le workspace, c'est tout simple. Vous allez dans le marketplace Azure, vous tapez log analytics, voilà, et il va vous proposer donc de créer un workspace log analytics. Donc vous faites create ici et vous remplissez toutes les informations qui sont là, et ça vous permet donc de créer votre workspace. Une fois que le workspace est créé, donc vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions qu'ici. Il est où? Il est là. Donc vous allez avoir cette interface là, et ici vous avez un get started with log analytics, et ça va vous expliquer comment récupérer les informations. Donc pour les machines Azure, c'est très simple, il suffit de cocher une case. Donc vous allez là, vous sélectionnez la VM et vous faites connect. Donc là toutes mes machines sont arrêtées, mais en gros vous faites connect, et là c'est parti, on récupère les informations de la machine, ça va dans le log analytics. Pour les machines on-premise, c'est un peu plus compliqué. Il faut cliquer ici, et donc il y a un agent à installer. Donc pour Windows, vous pouvez le télécharger ici. Pour Linux, vous cliquez là, vous le téléchargez ici, etc. Si vous avez du SSCM ou des choses comme ça chez vous, vous pouvez automatiser le déploiement de cet agent-là sur vos machines. C'est une ligne de commande toute bête, hein, où on va vous demander en gros le Workspace ID et la clé. Une fois que vous avez connecté votre agent à Log Analytics, vous allez le retrouver Dans ici. Advanced Settings. Ah ouais, avec on-prem, tu veux dire? Ouais, On-prem, je sais attends, pas si tu le verras ici, hein. je sais plus si je le vois. À mon avis, là, Si, il y c'est a un que les endroit où Azure. on voit. Ah oui, il faut aller, vas-y, remonte, je pense, dans Advanced Settings, mais tu vois pas les machines elles-mêmes, en fait, tu vois le nombre de Windows qui sont connectés, voilà, ici. C'est en data, il me semble. Sinon, il faut faire une query. Je me souviens plus où on les voit, ces machines. Bah, sinon, tu vas dans query et tu fais une nouvelle Ouais, query, hein. c'est ça, ouais. Sauf que je suis nul en requête. Tu vas dans logs, mais normalement, elle doit y être, hein, déjà. Et je crois qu'il y a des. Ah, c'est dans Query Explorer ici. Euh, Qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce que je vais Même essayer log celle-là. management. Oh, j'ai lancé la grosse requête. Bon voilà, ici j'ai lancé une requête en gros qui me récupère, je sais pas quelle information d'ailleurs, avec les données les plus récentes. Donc ils sont renvoyés à Log Analytics et on voit donc du coup mes machines on-premise qui sont bien ici. Donc là ici vous voyez, vous pouvez donc directement récupérer les informations dans cette espèce de grosse base de données Log Analytics, et donc il y a un moteur de requête qui vous permet donc du coup de récupérer les informations. On sait pas du SQL, mais c'est basé sur quoi déjà le moteur de requête? C'est un langage C'est connu? du Custo, je crois, ou un truc comme ça. Je crois que c'est Custo, ouais. Comme le Ou commandant? Kudo. Ouais, ou Kudo. Attends, je vais regarder. Custo, ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, si je retourne dans mon Windows Admin Center, donc là l'écran a changé, et comme tout à l'heure, il me dit bon voilà, je peux gérer mes logs, mais je peux créer mes alertes. Il faut que j'aille dans le portail Azure pour créer mes alertes. Donc je clique ici, il m'ouvre une nouvelle page pour aller dans le portail Azure, je me log. Donc évidemment, hein, si vous avez mis l'Azure AD Connect, tout ça, ça sera pas demandé, hein. Donc ici, j'arrive à l'endroit pour gérer les alertes. Donc en fait, sur le menu de gauche, vous cliquez sur Azure Monitor ici, par exemple, et vous allez dans Alerte. Donc moi, j'avais déjà créé une alerte, par exemple, pour un serveur. Donc je ne sais pas si je l'ai fait correctement parce que c'était pour m'entraîner à faire des alertes, enfin, pour voir comment ça marchait. Donc en gros, ce que j'avais essayé de faire, c'était une règle. Je récupérais une information, une variable en fait, en gros ici. D'ailleurs, j'ai aucune information qui était remontée. Ouais. Mais bon, c'est pour l'exemple en tout cas. J'ai essayé de récupérer l'information pour la mémoire. En gros, si la mémoire disponible, enfin, était inférieure à 30%, ça me remontait une alerte. Donc comment ça se passe? Je mets une condition. Donc en gros ici, la mémoire disponible inférieure à 30%. Et derrière, je crée une action pour une notification. Allez. C'est bien sûr, hein.
c'est que tu sais pas le dompter, Ah. c'est pour ça. Ouais, il me kiffe pas. Attends, pourquoi je peux pas l'ouvrir cette notification là? Bon, je vais en créer une nouvelle, on s'en fout. Donc je crée une nouvelle action de groupe, bon, je l'appelle notification 2 parce que notification était déjà pris. Enfin, il est déjà pris. Je lui mets un nouveau nom, donc Next Gen Data Center par exemple. Donc je choisis mon abonnement, je choisis un ressource groupe où je place les notifications. Donc moi je vais les mettre dans log et updates ici par exemple. Et je choisis le nom d'une action. Donc par exemple email. Donc type d'action, bah du coup email. Et donc là, bah, il me dit, bah, en gros, qu'est-ce que je veux faire pour cette action? Donc, par exemple, envoyer un email. Je l'envoie donc à Florent à Pointer at fala.com. Je sais pas si c'est ça, mais C'est pas ici, ça, mais bon. je pourrais mettre son 06 ici directement. Ouais, moi, j'ai pas de 06, je suis en Belgique. Ah, mais il y a la Belgique, vas-y, retourne. Ah, c'est nouveau ça, il y a le plus 32 maintenant. Ah, la Belgique, ils nous ont rajouté. Ça, c'est chouette par contre, tu vois, j'avais même pas vu. Ouais. Tu pourras manger des frites et tout ça pendant que tu reçois tes mails, quoi. Exactement. Voilà. Il y a un système de push. Alors, toi, Florent, tu pourras peut-être plus en parler parce que tu es plus compétent que moi là-dessus. Sur Ouais, les bah, si vous services. utilisez tout ce qui est mobile apps et tout ça au niveau développement, au niveau Azure, donc il y a un service de push également sur Azure, vous pouvez directement envoyer ces notifications vers ce compte. Et si vous l'avez paramétré sur votre téléphone, vous recevrez les notifications. Et au niveau de la voice, je suis intéressé par contre de voir ce qu'il y a maintenant. J'avais fait une session sur ça il y a 2 ans au MMS à Minneapolis et il y avait que les États-Unis et il y a toujours que les États-Unis. Donc, comme mon co-speaker était américain, on avait pu faire la démo en live puisqu'il avait un numéro de téléphone américain. Ça fonctionnait très bien, mais comme on peut le voir, il y a toujours que les États-Unis qui sont disponibles pour la partie voice. T'as d'autres choses à rajouter pour la partie Azure Monitor? Est-ce que je n'ai Non. pas été très clair? Je sais pas. Si, donc toi, tu te bases sur des variables, mais après, ça peut être sur des requêtes que vous définissez en langage Cousteau sur Azure Log Analytics hein, Attends, également pour les on va conditions. créer. On crée une et regarder. Donc je choisis ce que je veux monitorer, il me semble. Ok. Ah, tu es en train d'envoyer toutes tes données vers Azure pour ton backup, donc t'as plus de bande passante. Donc en gros, donc voilà, on peut rajouter une condition et donc tu me dis en mode requête. Donc je fais Ouais, bah activity là, log, c'est ça? c'était. Ouais, c'est ça. Et donc, mais sinon, le plus simple, c'est d'aller directement dans l'activity log de Log Analytics. On crée notre requête. Et retourne sur ton Log Analytics. Tu refais, par exemple, la requête que tu as faite tout à l'heure. Donc je fais par exemple. Ouais, tu prends une query hein, qui a déjà été faite hein, pour le Moi j'ai pas test. mon Query Explorer qui s'ouvre là. Alors attends, on va recommencer. Et en fait, quand tu crées ta query, tu as un petit bouton en haut qui te permet de générer une alerte directement par rapport à cette query en fait. Donc, vas-y, exécute là. Et en haut, tu vois, tu as New Alert Rule. Et donc là, directement depuis cette alerte, en fait, tu peux créer de cette règle, pardon, tu peux créer ton alerte. Donc voilà, bon là, Donc c'est je parce clique que, là. ouais, après, juste que tu dois mettre un paramètre au niveau de enfin, combien tu veux de. Voilà, c'est parce que c'est une requête qui va pas, mais si par exemple on fait une requête pour tout ce qui est Windows Update, et on dit que s'il y a plus d'un computer qui monte des updates, on peut créer ça. Là, c'est parce que la query, elle remonte pas des résultats en fait qui vont bien. Ouais, il y a des cherches et des unions dedans et c'est pas supporté à mon avis. Et après, voilà, donc directement, en fait, vous faites vos queries via Log Analytics et vous pouvez générer les alertes, les règles au niveau des alertes directement depuis Log Analytics. C'est magnifique. C'est bon pour cette partie? Oh, C'est ouais, clair? c'est déjà 21h, donc ouais, on est un peu en retard. Je vais essayer de faire mon dernier service rapidos. Ouais, y a pas de souci. Le dernier service, c'est, je sais pas où est l'endroit, c'est Azure FileSync qui permet de synchroniser les fichiers on-premise par exemple vers Azure. Donc là, vous pouvez lancer une petite vidéo qui va vous expliquer à quoi ça sert. Donc on va simplement cliquer sur Setup ici. Donc il me dit voilà que bah, j'avais déjà fait une démo, donc j'avais déjà l'agent installé pour Azure FileSync. Si j'avais pas l'agent, il m'aurait installé l'agent à ce moment-là.
Donc je fais Next. Donc là, il me demande toujours l'abonnement Azure. Dans quelle ressource groupe? Donc je vais utiliser un ressource groupe où j'ai déjà un service déployé. Mais s'il n'y avait pas de service déployé, ça permet d'en créer un nouveau. Donc je mets là. Et donc là, bah, j'ai mon service Storage Sync Service qui est là. À quoi ça ressemble dans Azure? Le Storage Sync Service, ça ressemble à ça. Il est là. Donc pour le créer, c'est pareil, hein. Vous allez dans Marketplace, vous tapez Storage Sync Service et ça se crée en 2 secondes. Donc vous créez en gros des sync groups. Donc dedans, vous allez assigner des serveurs dans le sync group. Donc par exemple, j'ai un serveur qui n'est pas connecté depuis le 17 juillet, pardon, c'était pour une démo que j'ai fait ça. Et vous spécifiez après un partage que vous allez synchroniser. Donc là, ce que va faire Admin Center, c'est qu'il va créer le sync group et il va créer donc après la synchronisation du partage. Donc je vais là, je fais Next. Donc j'ai sélectionné mon Storage Sync Service et je vais enregistrer le serveur. Donc là, le serveur va remonter dans le service. Donc si on va voir dans le Storage Sync Service, ici, on doit avoir un nouveau serveur qui remonte. Ici. Donc VMRDS 01 online avec Windows Server 2019, agent version 7.7.2. Donc là, il est en train de dialoguer et donc on va pouvoir synchroniser des fichiers avec. Donc là, je fais Finish. Et donc, je vais avoir un petit diagramme pour mon Azure File Sync. Je crois que je vais arrêter le backup. Donc, ici, pour le moment, rien n'est configuré. Vous voyez, donc il n'y a pas de chemin synchronisé, il n'y a pas le coup de tiering qui est configuré, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur New Sync Group ici pour créer le sync group pour synchroniser les fichiers. Donc là, il me dit, en gros, si je veux créer le sync group, il faut que je le fasse directement dans Azure. Alors, attends, je me souviens de comment ça se passe. Tac. Donc là, je vais là. Je crée un nouveau sync group que je vais appeler NextGen Data Center. J'ai oublié de préciser, il faut un compte de stockage Azure pour héberger les données qui vont être synchronisées. Donc je sélectionne, je cherche un compte de stockage. Donc je vais prendre celui que j'avais créé pour ça. Et donc il faut un Azure File Share évidemment dans le compte de stockage parce que ça s'appuie sur du SMB. Donc il faut que dans le compte de stockage, il y ait un File Share. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Donc je fais Create. Donc là, il va me synchroniser un sync group avec un compte de stockage, donc pour que les données puissent être déversées dessus. Dans le compte de stockage, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc ici, j'ai mon compte de stockage, où je peux faire du conteneur, du file share, du blob, pardon, du file share, du table et du queue. Et ici, donc du coup, j'ai un file share et donc j'ai créé un partage directement ici qui permet donc d'accueillir des données. Donc ici, j'avais déjà des données, vous avez vu. Donc là, j'ai eu une erreur parce que le file share était déjà utilisé. Donc, je vais recréer un nouveau file share dans mon compte de stockage. Et mince, alors, storage account, il n'est pas là. S'il est là. Donc, je vais dans file share ici et je vais créer un nouveau file share que je vais appeler NextGen Data Center. Donc ici, il faut que tout soit en minuscule parce que ça va appartenir à une URL ultérieurement. Et donc, il ne faut pas caractères spéciaux, juste des chiffres, des lettres en minuscules. Vous pouvez spécifier un quota, par exemple 100 Go de quota. Donc là, il m'a créé un partage. Donc je retourne dans mon service Storage Sync. Donc, d'ailleurs, il l'a créé, mais il n'a pas dû mettre le partage dedans. Donc là, il faut que je fasse à Add Cloud Endpoint. Et donc, je vais sélectionner de nouveau mon compte de stockage ici, et je vais sélectionner NextGen Data Center que je viens de créer.
Ok. Donc ici, je retourne ici. Alors, je suis désolé, je vais un peu tâtonner parce que je me souviens plus comment ça se passe exactement. Si ça voulait bien charger. Ça, c'est les pre-sales, ça. Ouais, moi je suis plus de technique. Moi, Donc ici, je vais faire Settings. Bah, j'ai une erreur, il a pas réussi à se connecter au service. Je sais pas si t'as vu. C'est que t'as pris toute la bande passante, hein, c'est pour ça. Avec ton backup. Alors attends, je vais recharger tout ça. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est parti en cacahuète. Là. C'est l'effet des mots. Comment ça se fait que c'est aussi lent? C'est plus ce que c'était dans ton data center. On a connu mieux. Voilà, ouais. Pourtant, je suis en 10 Go et tout. Hein. Alors attends, tac. Allez, Gilbert. Ok. Donc là, le service est ajouté. Je clique là sur Go to Azure File Sync. Je refais Settings. Voilà. Donc là, j'ai bien mon agent. Je reviens un coup en arrière. Et je pense qu'il faut que je rajoute à la main dedans. Alors, je retourne ici, dans mon portail Azure. Donc là, j'ai associé mon groupe de synchronisation à un partage du compte de stockage qui s'appelle NextGen Data Center. Maintenant, je vais associer ce groupe de synchronisation à mon serveur. Donc, je fais Add Server Endpoint ici. Et je vais sélectionner donc mon VM RDS 01 ici. Et je vais mettre un chemin. Je vais mettre quoi? Je vais mettre... si je mets setup, il va y en avoir un peu trop. Je vais regarder ce qu'il y a sur mon serveur. Je vais choisir un petit chemin pour pas envoyer trop de données. Voilà, par exemple, deploy. Allez, hop. Alors, ensuite, vous pouvez choisir faire du cloud tiering. Ce qui va se passer ici, si vous faites du cloud tiering, c'est qu'il va s'assurer qu'il y a assez d'espace disponible sur votre serveur en local et il va envoyer les données les moins fréquemment utilisées dans Azure et les supprimer en local. Par contre, il va garder un pointeur en local, évidemment, parce que si l'utilisateur ouvre le fichier, il faut qu'il y ait un pointeur pour rappeler le service qui est dans, enfin, le fichier qui est dans Azure. Et vous pouvez activer un système qui s'appelle Offline Data Transfer qui permet donc d'accélérer le transfert entre du on-prem et dans Azure. Donc par contre, il faut que le service soit compatible de l'autre côté, quoi. Donc il faut qu'il y ait du 2012 R2 minimum pour pouvoir supporter cette fonctionnalité. Donc là, bon, je vais laisser Cloud désactivé et ça aussi, et je vais faire Create. Et donc là, mon serveur va apparaître ici. Et donc le partage va apparaître et il va synchroniser les fichiers donc, dans Azure. Voilà. Donc c'est un deploy. Donc là, il est en train de configurer l'agent on-premise. Et il va démarrer donc la synchronisation. Donc à quoi ça ressemble maintenant depuis ici, maintenant que j'ai lancé une synchro. Voilà, donc je vois ma synchronisation qui est ici et je vais voir donc les différentes informations que j'avais dans Azure directement dans le portail ici. Ici, il n'y a rien. Il me semble que le module Azure File Sync, l'extension est encore en bêta, hein, donc je pense qu'ils vont rajouter toute la partie pour configurer le sync group directement depuis ici. Donc là, la synchronisation va se faire. Faire un refresh. Donc si je vais dans mon compte de stockage maintenant, j'ai mes fichiers qui devraient remonter, ou plus tard, parce que ma bande passe d'être saturée par le backup. C'est ta femme qui prend toute la bande passante, quoi. Tu peux le Ouais, dire. certainement. Ouais. Bah voilà, si ça remonté, donc vous voyez dans le compte de stockage, j'ai bien mes fichiers de mon serveur local qui est bien remonté ici. Donc vous voyez, j'avais ces 4 fichiers qui étaient là. Là maintenant ils sont là.
Donc là maintenant, si par exemple, si par exemple vous mettez un serveur dans Azure avec pour adresser directement ce partage-là, si votre serveur on-premise y tombe, vous pouvez en mode dégradé reconfigurer la connexion pour qu'ils se connectent dans le serveur sur Azure. Et donc vos utilisateurs au travers d'Azure, ben, ils pourront gérer leurs fichiers. Donc ce service est vraiment pratique en fait si vous avez beaucoup de branch office pour comment dire, pour avoir un serveur en mode cache dans vos agences, et ça évite de toujours provisionner des disques supplémentaires, notamment par exemple, je sais pas moi, l'année en 2015 vous avez provisionné 2 Tera, vous vous rendez compte en 2018 qu'il n'y a pas assez de place, mince, vous avez utilisé tous vos emplacements disques, il faut racheter un serveur, bah à la place vous pouvez utiliser ce service dans Azure qui va utiliser le serveur on-premise en mode cache, et non, et comme ça vous avez pas besoin de racheter un nouveau serveur, et les données sont accessibles depuis n'importe où. Voilà, en gros, Parfait. ce qu'on voulait présenter. T'as quelque chose à rajouter, Florent, ou pas? Non, bah juste s'il y a des questions ou pas. On a une question, c'est le nombre de maximum de serveurs qui sont gérés. Donc c'est géré où au niveau du Windows Admin Center ou au niveau directement des Azure File Sync, etc. Alors, là, j'en sais rien. Donc, je vais taper Dans le Windows Admin storage. Center, ouais. Admin Center, c'est limité. Ouais. Illimité. Ah, y a pas de, pour moi, y a pas de limite. Ok. Au final, si on regarde WAC, il n'y a pas de base de données dans Admin Center. Toutes les données sont directement sur les serveurs. Il va requêter en PowerShell ou en WMI le serveur. Donc, du coup, il n'y a aucune base de données qui grossit. Donc, au final, il peut gérer un nombre illimité de serveurs. Ok, merci. Donc voilà, bah, en attendant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, n'oubliez pas qu'on a notre Call for Speaker qui est toujours ouvert pour le mois de novembre et décembre, pour ceux qui veulent présenter sur des technologies hybrides, que ce soit de l'Amazon, de l'Azure, du Google Cloud, de l'Oracle Cloud, du Alibaba Cloud, etc., ou du VMware, Microsoft, Hyper-V, etc., quoi. Donc, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Romain, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Ouais, j'ai pas de questions, non. Ok. Bah, du coup, on va clôturer. Merci à tous et merci à Romain pour la démo. Et puis, on prévoit rapidement le meet-up au mois de novembre pour de nouvelles aventures. Merci à tous et bonne soirée. Allez, bye. Merci, au revoir.